C'est près du Mont-Saint-Michel, à Avranches, en Normandie, que vivent François et Anne-Marie Liot. Ils menaient une vie tranquille quand un drame a brisé leur vie. C'était il y a 1 an et demi, en septembre 2007. Leur fils, Freddy, 25 ans, est mort dans des conditions particulièrement tragiques. Voilà la chambre de Freddy. Voilà. Pour Anne-Marie, chaque jour passé sans son fils est une déchirure. J'ai du mal. Je sens, quand je rentre dans sa chambre, je sens son odeur. C'est dur pour moi. Puis quand je regarde les affaires, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on a ramené de Danemark, tous ces fringues, ces slips, ces chaussettes. Je peux pas. On m'a enlevé mon fils cruellement, c'était affreux. Freddy travaillait dans le bâtiment, comme son père. Il était carreleur, on ne lui connaissait aucun ennemi. Et c'est vrai que Freddy, c'est toujours la même chose qui reviennent. Toujours. Que c'était quelqu'un de gentil, généreux, de confiance, des fois un peu timide, réservé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était très gentil, qui tendait la main à tout le monde. Je vois pas comment on a pu lui faire ça et puis à un point aussi horrible. C'est vrai que c'est un truc qui me... Je comprends pas. Freddy est mort loin de sa famille. Pour trouver du travail, il part au mois de juin 2007 à Genève, en Suisse. Il se rend dans cette agence intérimaire, spécialisée dans le bâtiment. C'est Patricia qui l'accueille. Il est comme ça, il cherchait la porte d'entrée. Donc voilà, il est rentré, il a vu qu'il y avait déjà une bonne ambiance. Donc tout de suite, on lui a proposé de s'asseoir. J'ai vu que c'était quelqu'un un petit peu réservé, un petit peu timide, mais tout de suite, au bout de 10 minutes, il a commencé à discuter avec les autres, avec moi, donc je pense qu'il s'est senti bien. Très vite, l'agence lui trouve une mission sur un chantier. C'était quelqu'un d'assidu, de ponctuel. C'était quelqu'un qui travaillait bien, qui avait une bonne cadence, qui ne se plaignait pas. Vraiment quelqu'un de très gentil. Gentil, sociable et travailleur. Freddy travaille en Suisse. Mais il s'installe dans ce petit meublé situé de l'autre côté de la frontière, en France, à Annemasse. Les loyers sont moins chers. Il se plaît dans sa nouvelle vie même si sa famille lui manque. Il a l'habitude de les appeler quotidiennement. Pourtant, depuis 3 jours et malgré les appels répétés de ses parents, Freddy ne donne plus aucun signe de vie. En Normandie, la famille est anxieuse. Le soir du 6 septembre, Anne-Marie reçoit un appel inquiétant. Je fais allô, puis c'était une voix quand même. Ils me disent vous êtes la mère de Frédéric. Alors. Il n'a pas dit Freddy, il avait dit Frédéric. Alors, mais je dis Frédéric, comment je lui fais? Mais il me dit vous êtes la mère de Frédéric. Mais je voyais qu'il se fâchait et tout. Il commençait à mettre un peu sa voix assez. Et bon, je l'ai laissé parler et tout. Et puis il me fait comme ça, de toute façon, vous arrêtez à appeler à ce numéro-là parce qu'il est mort ou sinon il est mort. Et puis ça a coupé. Elle n'a pas trop bien compris. Elle n'a pas compris s'il est dit sinon il est mort ou il va être mort. Oui, mais voilà. Et là, ça a coupé. Et c'est là que j'ai dit à mon mari, j'ai reçu un coup de téléphone vraiment bizarre sur Freddy, il est mort ou il va être mort. Voilà. Alors nous, ce qu'on a fait, j'ai appelé ma fille. Dès aussitôt, moi j'ai dit, on y monte et tout ça. On appelle Nadia et moi, vous faites comme vous voulez, mais moi je monte là-haut. La famille part aussitôt pour Annemasse. Ils roulent toute la nuit. C'est vrai que même pendant le voyage, on ne s'est même pas arrêté. On est descendus tous les 3, donc c'est vrai que ça a été un voyage long, angoissant, quoi, on va dire, très angoissant. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Au petit matin, ils arrivent devant le meublé où habite Freddy. Avant de rentrer dans la chambre, j'avais du mal. Hein. J'avais peur de le retrouver mort dans sa chambre, parce que j'avais peur. Oh là là, même pour marcher, j'arrive plus à marcher, j'ai peur de me trouver, j'ai peur. Oh mon Dieu, ça a été très très dur. Ils rentrent dans le meublé, personne. Malheureusement, il n'y avait rien. Non, Et c'est là qu'on a été au commissariat, faire notre déclaration de disparition de Freddy. Ils signalent la disparition de leur fils, ainsi que celle de sa voiture, une Xantia.
2 jours plus tard, le dimanche 9 septembre, alors que la famille Liot se trouve toujours à Annemasse, Anne-Marie reçoit un nouvel appel sur son portable. Mon téléphone a sonné, c'était que des gémissements de mort. Il était en train de mourir. Il demandait du secours, il étouffait, il était dans l'agonie. Il ne demandait pas du secours, mais on sentait que c'était sa fin pour lui. Et au fond, c'était bien... C'était bien savoir. C'était bien ça, nous, on Freddy. n'enlèvera jamais de notre... Ah oui. Jamais. Ça, Moi, je suis certain que c'était Freddy dans ses derniers moments de... Dans ses derniers moments de vie. À 21h, le téléphone sonne encore. Anne-Marie est trop bouleversée pour prendre l'appel. C'est Nadia qui décroche. Elle m'a dit, si vous voulez revoir votre fils vivant, c'est 75 000 €. Et il croyait que c'était moi qui étais au fil ou du fil. Et je vous rappellerai pour la rançon, mais il me faut 75 000 €. Et le mardi, il fallait lui trouver pour le mardi la rançon de 75 000 €. L'appel est pris très au sérieux, d'autant plus que la voiture de Freddy est retrouvée carbonisée et maculée de sang. Branle-bas de combat au commissariat. C'est la police judiciaire qui prend l'affaire en main. Toute la famille est placée sous écoute téléphonique, au cas où le ravisseur rappellerait. Le mardi se passe, aucun coup de fil. Mais le mercredi 12 septembre, les enquêteurs convoquent la famille. Il nous dit on a 2 mauvaises nouvelles. Déjà au démarrage, c'est que le ravisseur n'a pas appelé, c'est qu'il est peut-être plus intéressé de la rançon. Donc c'est une mauvaise nouvelle. On a une deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on a retrouvé du sang qui part de la voiture à la Larve, à la rivière. Et il dit il y en avait beaucoup, il dit il y en avait quand même, il y avait du sang. Et c'est le sang à votre fils. Plus qu'il y avait de la progression, plus que ça partait. Ça devenait de plus en plus inquiétant, puis ça donnait de moins en moins d'espoir. Et on était complètement en état de choc total. Le même jour, à 1h du matin, le téléphone sonne encore. Nadia décroche. C'est le ravisseur. Il appelle pour fixer le lieu de remise de la rançon. Une voix bien méchante, bien autoritaire, bien sûre de lui. En tout cas, sa voix restera toujours dans ma tête. Le rendez-vous est prévu à Lyon, dans un parc. Une enquêtrice de la police judiciaire se substitue à Nadia et se rend sur les lieux de remise de la rançon. Mais le ravisseur ne vient pas. Le lendemain, nouveau rebondissement. Des restes de corps humains sont retrouvés sur les bords d'une rivière. Les expertises ADN sont formelles. Il s'agit bien du corps de Freddy. Catherine Poncet, journaliste dans la presse locale, a couvert toute l'affaire. Le corps, le tronc de Freddy Liot a été retrouvé à moins d'1 kilomètre d'ici, sur un banc de sable par des pêcheurs. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé un bras en Suisse, donc un peu plus loin encore. C'est des promeneurs qui ont retrouvé un morceau de jambe aussi, mais on n'a jamais retrouvé la totalité du corps de la victime. La date du 16 septembre 2007 marquera à jamais la vie d'Anne-Marie et de François Liot. Au fond, il nous a tués aussi. C'est ça qui est... Les personnes qui restent souffrent énormément. C'est vrai que c'est très... À Annemasse, l'enquête progresse. En épluchant le portable de Freddy, les policiers découvrent que ces derniers appels sont dirigés vers un certain Karim, un maçon que Freddy a rencontré dans l'agence intérimaire. Ils se mettent à sa recherche et le retrouvent caché chez son ex-femme à Saint-Étienne. Placé en garde à vue, il passe aux aveux. Il reconnaît avoir tué Freddy. Et il livre ensuite sa version des faits. Le jeudi 6 septembre, aux alentours de 17h, Freddy quitte sa chambre meublée d'Annemasse et se rend en voiture chez Karim. Les deux hommes commencent à discuter quand Karim se rend compte que les 400 € qu'il aurait laissés sur une table ont disparu. Il demande à Freddy de les lui rendre. Freddy nie avoir pris cet argent. Commence alors une dispute, puis une bagarre, pendant laquelle Karim s'empare d'un marteau et frappe Freddy à la tête. Il s'effondre, mort sur le coup. Paniqué, Karim décide alors de se débarrasser du corps. Il le dépose en plusieurs morceaux dans un sac de sport
puis appelle une première fois la famille de Freddy. Il sort ensuite de son appartement et prend la voiture de Freddy. Il dépose le sac dans le coffre et se rend 2 km plus loin sur les bords de l'Arve, une rivière qui longe la France et la Suisse. Il est minuit et demi quand il se débarrasse du corps en le jetant dans les eaux. Ensuite, il abandonne la voiture de Freddy sur place en prenant soin d'enlever les plaques et de brûler les véhicules pour effacer toutes les traces. Il revient ensuite à son appartement et toute la nuit procède à un nettoyage minutieux. Ensuite, il rappelle les parents de Freddy pour leur demander une rançon. Il explique l'avoir fait pour amener les policiers sur une fausse piste. Nous avons retrouvé Malik, le frère de Karim. Il a souhaité garder l'anonymat, mais tient à nous livrer sa version des faits. Bah écoutez, moi, la première fois qu'on m'a expliqué ce qu'il avait fait, je leur dis c'est pas possible. Je leur dis c'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible que ce soit lui qui ait fait ça. Donc moi j'y crois pas. Vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, j'y crois pas. C'est impossible que mon petit frère ait fait ça. Voilà. C'est quelqu'un dont les faits qui lui sont reprochés ne collent pas avec la personne. J'espère que la juge d'instruction en est consciente. Karim, c'est mon petit frère. On est une famille de 8 personnes, 8 enfants plutôt. C'est l'avant-dernier de la famille. C'est une personne qui est très famille. Il est papa de 2 enfants. Voilà, c'est un jeune sans problème, c'est quelqu'un de complètement ordinaire. C'est une personne complètement lambda par rapport aux autres. Le 24 juin, une reconstitution est organisée. Et là, coup de théâtre, Karim revient sur ses aveux. Il avoue aux enquêteurs être un petit vendeur de cannabis. Et il raconte que ce soir-là, 2 individus seraient venus chez lui pour prendre des stupéfiants et de l'argent. Ne trouvant pas ce qu'ils cherchent, ils s'en prennent à Karim. Freddy s'interpose. Il m'a sauvé la vie, entre guillemets, quoi. Il m'a dit, parce qu'il ne serait pas intervenu, on ne sait pas ce qui serait passé. Un des 2 hommes aurait alors tué Freddy. Karim aurait assisté au meurtre, impuissant, sous la menace d'un revolver, tenu par le 2e homme. Il m'a dit, ça va à une vitesse dingue. Ils parlent entre eux dans une autre langue, je comprends rien de tout ce qu'ils me disent. Moi, je suis à genoux et un pistolet sous, pas entre la tempe, mais moi qui me vise. Je pensais vraiment qu'il allait y passer. Les 2 hommes auraient ensuite forcé Karim à appeler la famille de Freddy pour demander une rançon. Qui sont ces 2 hommes? Existent-ils vraiment? Pour l'instant, personne d'autre que Karim n'a été arrêté. Mais pour maître Rimondi, l'avocat de Karim, l'enquête est loin d'être terminée. J'espère que d'ici là, les enquêtes qui auront été diligentées nous auront permis, sinon d'identifier les 2 auteurs, en tout cas de démontrer la réalité de la présence de ces 2 auteurs, pour que l'on puisse enfin répartir véritablement la culpabilité, la responsabilité de chacun dans ce drame, et surtout la participation de mon client à sa juste place. Pour maître Collard, l'avocat de la famille de Freddy, ces 2 individus n'ont jamais existé. Il donne une version complètement abracadabrante qui a déjà été utilisée dans d'autres affaires. Hein. Pourquoi des criminels auraient-ils besoin de ce transporteur particulier, quoi? Bon, personne, ça veut dire, j'imagine difficilement un jury croire une pareille histoire, quoi. C'est pas convaincant, c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi. Hein. Le frère de Karim attend beaucoup du procès. On espère la fin du cauchemar, tout simplement. La fin du cauchemar, que la vérité éclate, que les coupables soient retrouvés. Voilà, qu'on juge mon frère pour non-assistance en personne en danger, qu'on juge mon frère pour trafic de cannabis, mais qu'on ne juge pas pour assassinat, tout simplement. J'espère réellement un rebondissement. On espère un rebondissement dans l'affaire. Pour Nadia, la mort de Freddy n'est pas réparable. Son espoir, au procès, découvrir la vérité sur les circonstances exactes de la mort de son frère et surtout rendre hommage à sa mémoire. J'ai plus mon petit frère, tout simplement. C'est qu'il mérite justice par rapport à tout ce qu'il a pu subir et qu'on l'a empêché de fonder une famille, on l'a empêché de faire une vie. On lui a enlevé tout ça.
Moi, ce qui pourrait m'apaiser, c'est qu'il y ait justice d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait justice. Les parents de Freddy se rendent tous les jours sur la tombe de leur fils. Ils tiennent absolument à lui montrer qu'ils sont toujours à ses côtés. Bonjour Freddy. Beaucoup de personnes là qui se battent pour toi. Mon chéri. On se bat parce qu'on sait qu'ils nous diraient papa et maman, battez-vous. C'est ce que nous, c'est vrai qu'ils... Battre pour quoi faire? Que la justice soit faite. Bah bon, je pense que la justice va être faite. Juste tant que c'est pas fini, qu'on sait pas, il faut toujours se battre. Parce que j'espère que la justice, si justice est faite, après, faut faire un trait puis essayer de reprendre la vie. Tant bien que mal, on la reprendra tant bien que mal, parce que ça sera jamais comme avant. Non. Mais bon. L'assassin présumé de Freddy Liot sera jugé au début de l'année 2010. Au revoir mon chéri. Karim risque la prison à perpétuité.